Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se connaît pour partie quand même, se rencontrant dans différents lieux. Pour les autres, mon nom est Didier Poirier et je suis responsable du service de création et de reprise d'entreprise à la CCI, un service de création et reprise d'entreprise qui informe, forme, accompagne les créateurs et les projets de création. On a régulièrement des réunions d'information, on a régulièrement des stages de formation qui s'appellent 5 jours pour entreprendre. Un certain nombre d'entre vous ont suivi notamment récemment, ou que certains d'entre vous animent aussi. On intervient également évidemment sur l'accompagnement au montage du projet et la réalisation du business plan pour formaliser un projet et un projet qui réussisse. Et donc on est là en appui pour vous sur cette période de maturation du projet. Et puis on est aussi l'animateur du Club des créateurs qui se réunit tous les mois, qui permet aussi de partager. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal non plus. Club des créateurs qui permet aussi d'échanger et de partager régulièrement. Et on est toujours une trentaine dans ces jeudis matins à se retrouver. Et c'est en tout cas des choses que nous, à la Chambre de commerce, on estime très très importantes dans la réussite. C'est aussi rencontrer, échanger et pourquoi pas trouver quelques opportunités de business pour après. La période de création d'entreprise ou de démarrage immédiat nous amène à rechercher plein d'infos. On est continuellement en train de rechercher des idées, des projets. On est vraiment un gros collecteur d'informations. On en a besoin. Ça ne se passait pas comme ça autrefois. Donc on va partout. On a de multiples sites qui s'offrent à nous. Si on tape création d'entreprise, au-delà du site CCI Seine-et-Marne qui arrive très vite, on a accès à plein d'informations. En effet, cette information va nourrir notre idée, va nourrir notre projet, notre démarche, et va nous permettre de nous positionner aussi au fil du temps. Mais cette information, encore faut-il la sélectionner. Il y a des informations sur des idées de business, sur les études de marché, sur les marchés, sur les tendances, sur les marques, ici dans notre région ou ailleurs, ou à l'étranger. Oui, c'est fondamental d'aller chercher cette information. Oui, c'est encore plus fondamental de la sélectionner et de trouver, d'identifier les bons outils. C'est dans ce cadre-là qu'on a organisé cette conférence cet après-midi. C'est aussi pour nous aider à repérer quels sont les vrais outils, les bons outils, les plus efficaces pour avancer dans notre projet de création. Donc dans ce cadre-là, j'ai demandé à Frédéric Auclair de l'INPI de nous éclairer sur un certain nombre d'éléments offerts par l'INPI. Et puis à Michael Saunier pour Créatest, parce que la partie études de marché est aussi un élément important de notre projet de business. Et puis, j'ai surtout demandé aussi à Nathalie Carré, qui est la responsable de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprise au niveau de CCI France. Donc, Nathalie coordonne au niveau national toute l'activité des CCI en faveur des créateurs d'entreprise. Elle enseigne aussi parallèlement cette matière qui est l'entrepreneuriat et la création d'entreprise dans différentes grandes écoles. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé aujourd'hui d'intervenir et d'animer cette conférence, parce qu'elle a une lecture transversale forte, et on n'est pas beaucoup à pouvoir cumuler autant d'expérience et de connaissances. Donc merci Nathalie de venir en Seine-et-Marne et nous faire profiter de tes lumières, de tes connaissances sur le sujet. Donc moi je vais me retirer et c'est Nathalie qui va évidemment en grande partie nous apporter tous ces éclairages. L'objectif, c'est qu'en tant que créateur d'entreprise, ce qu'on est un jour et ce qu'on est toujours quand même généralement, on puisse avoir une meilleure lecture de ces différents outils. Donc merci Nathalie, c'est à toi pour nous présenter tous ces éléments de démarche.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer par un rappel des grandes étapes de la création d'entreprise et puis ensuite, étape par étape, on rentrera dans les outils. Comme l'a dit Didier, le plus dur, c'est de sélectionner. Donc on a fait une sélection qui, comme tout choix, est arbitraire. Mais en tout cas, ça fait partie, nous, des sites ou des outils en ligne sur lesquels on peut s'appuyer et en qui on a confiance. Donc pour passer rapidement les étapes, l'équipe avec l'idée, c'est la première étape et ça, nous, on ne peut rien faire pour vous avec les équipes CCI. Ce qu'on ne peut pas faire avec vous, c'est d'évaluer votre envie, votre détermination à se lancer, travailler sur vos compétences, on sait faire. En revanche, travailler sur votre envie, on ne sait pas faire. Donc, vous avez envie, vous n'avez pas envie, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Une équipe, c'est vous, c'est vos fondateurs, c'est éventuellement vos associés, mais c'est aussi des partenaires comme les partenaires qu'on a aujourd'hui qui sont aussi qui ont des stands. C'est aussi des conseils, c'est aussi évidemment si vous le souhaitez des collaborateurs. Mais c'est aussi des partenaires extérieurs. Le principe, vous l'avez compris, étant de ne pas démarrer tout seul, et c'est un des rôles de la CCI. Validation rapide de l'idée, on en parlera après. Une idée, c'est bien, ça fait juste pas un projet, ça fait surtout pas un business. Donc, avant de démarrer et de passer du temps pour transformer une idée en entreprise, validez rapidement qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce que vous allez proposer. Donc, il y a des outils pour ça, on regardera après, mais ça peut vous éviter de perdre beaucoup de temps ensuite. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce mot qui s'appelle business model. Un business model, c'est très simple. C'est comment l'entreprise... Enfin, c'est très simple. La définition est très simple. Le concept est un tout petit peu plus complexe. Comment une entreprise va créer, délivrer et capturer de la valeur. Quand je parle de valeur, je ne parle pas d'argent. Enfin, pas que. Créer de la valeur pour son client, c'est lui apporter quelque chose dont il a besoin et qui n'existe idéalement pas aujourd'hui. Par exemple, la valeur de Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est simplement un vide-grenier. Sauf que il y a 10 ans, on louait notre notre mètre linéaire de table dans les vides-greniers une fois par an. Aujourd'hui, il y a Le Bon Coin. La valeur créée par Le Bon Coin, c'est pas de se débarrasser de ces objets, parce que ça, on savait déjà le faire. C'est de se débarrasser de ces objets, de le proposer au plus grand nombre. Quand on faisait notre vide-grenier ou quand on donnait nos vieux trucs aux voisins ou aux tata-tati, on avait un champ assez limité. Là, Le Bon Coin permet d'ouvrir à la planète entière, encore qu'après, il faut livrer. Donc, la valeur... elle est là, elle est sur l'accès à un nombre potentiel d'acheteurs beaucoup plus important. Donc c'est ça la notion de valeur, c'est pas le produit, c'est vraiment le service rendu, ce que le client peut retirer de votre produit. Donc l'étape, c'est travailler sur cette valeur, travailler sur votre client, donc travailler sur la façon dont vous allez rentrer en relation avec votre client, travailler sur vos partenaires clés, travailler sur comment vous allez gagner aussi de l'argent, c'est pas complètement inutile. Et ce travail-là, il se fait par rapport à vous, par rapport à l'équipe, donc par rapport à la vision que vous avez de l'avenir de votre entreprise. Donc la vision, c'est où je veux que mon entreprise soit demain. Par rapport à la mission que vous décidez pour votre entreprise, la mission, c'est l'ADN. La mission de Google, elle est assez simple. La mission de Google, c'est rendre accessibles les informations pour tous. Ils ne disent pas faire un moteur de recherche. La mission de Google, c'est pas d'être un moteur de recherche. La mission de Google, c'est rendre accessibles les informations à tous. Ce qui veut dire que quand Google fait des Google Glass, que quand Google fait un Google Maps, il est dans sa mission, puisqu'il prend une information, il la rend accessible par tous. Google Earth, Google Maps, etc., ça nous permet d'avoir une information qui est géographique, accessible à tous. Donc, si ça peut paraître étrange que Google soit à la fois sur un moteur de recherche, sur de la géographie, sur de la santé ou d'autres projets, en fait, tout ça est cohérent avec la mission qu'ils ont définie à la création d'entreprise. La mission, c'est vraiment le cœur de votre entreprise. Une fois que vous avez défini votre mission, donc ce qu'est l'entreprise et la vision, c'est-à-dire où elle va, vous devez définir les étapes pour y arriver. L'ensemble, ça fait une stratégie. Tant que vous n'avez pas défini ça, vous ne pouvez pas créer votre business model. Et un business model, ça se crée aussi en fonction d'un contexte. Vous n'allez pas rentrer tout seul dans un marché. Il y a déjà d'autres acteurs en place, il y a des concurrents, il y a des acheteurs, et ce marché, il faut le connaître. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est avoir
une première version de votre business model, c'est-à-dire poser votre idée dans son environnement et la valeur que vous voulez créer pour votre client. Ensuite, on va y revenir avec Mickaël, vous avez l'étude de marché. Étudier un marché, c'est tout simple. C'est fondamental, mais c'est simple. C'est étudier ses clients, potentiels clients, et étudier ses concurrents. Un marché, c'est la rencontre de l'offre et la demande. Donc, si vous ne savez pas qui sont vos clients, ce qu'ils veulent, pourquoi ils viendraient chez vous, à combien ils sont prêts à acheter votre offre. D'abord, la première question, c'est est-ce qu'ils ont envie de votre offre, est-ce qu'ils ont besoin de votre offre, vous ne pouvez pas leur vendre. Et si vous ne savez pas qui sont vos concurrents, c'est-à-dire qui propose déjà quelque chose, le même produit ou un produit différent mais qui répond aux mêmes besoins, c'est-à-dire un concurrent indirect, alors vous ne pouvez pas décider de comment vous allez vous positionner par rapport à ces concurrents sur ce marché auprès de vos clients. Le positionnement, c'est la perception de votre client sur un marché. Donc, ce n'est pas vous qui décidez de votre positionnement, c'est le client qui en décide par rapport aux informations que vous lui donnez. C'est une perception. Donc, une étude de marché, on va en parler avec Mickaël, c'est le truc fondamental à faire. C'est ce qui va vous permettre de vérifier que votre idée peut se transformer en business. Donc évidemment, il y a plusieurs façons de faire une étude de marché. On verra une façon avec Créatest, avec Mickaël. Il y a d'autres façons. On pourra en parler aussi. Mais retenez bien que c'est vraiment ce qui va vous permettre de dire go, no go. Je continue parce que oui, il y a des gens qui ont besoin de mon truc. Il y a des gens qui sont intéressés. Et quand je dis des gens, c'est pas papa, maman, tonton, tata, hein. D'accord ? C'est des vrais potentiels clients, des gens qui ne vous connaissent pas. Et puis alors, quand on interroge des clients pour savoir s'ils aiment bien notre offre, donc à moins que vous ne parliez qu'à des sociopathes, sinon la plupart des gens, si vous leur dites « Ouais, j'ai imaginé de créer ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Ils vont vous dire « Waouh !» Donc c'est pas comme ça qu'on fait quand on fait une étude de marché. On évite de... Voilà. Sinon, les gens... par gentillesse naturelle et humaine, disent « Waouh !» Sauf que ça, c'est pas une vraie réponse. C'est « Waouh, je trouve ça sympa parce que je t'aime bien, ou parce que tu es en face de moi et qu'a priori, un dimanche matin sur le marché, je vais quand même pas te dire que ton truc, c'est vraiment naze. » Voilà. Puis en plus, accessoirement, j'ai autre chose à foutre. Et si je te dis que c'est complètement naze, je vais devoir justifier ma réponse et ça va me prendre du temps. Donc, je vais te dire « C'est super. » Donc, c'est pas comme ça qu'on fait une étude de marché. Voilà. Donc, il y a des techniques et il y a des outils. On le verra avec Mickaël. Du coup, quand on a parlé avec ses clients et ses concurrents, on peut prévalider son offre, sa proposition de valeur et ses clients. On a donc en input l'analyse des clients. Donc ça fait une deuxième évolution de son business model. Ensuite, on parle marketing. Combien je vais vendre, comment je vais fidéliser, comment je vais distribuer mon produit, comment je vais communiquer, comment je vais le commercialiser, à quoi va ressembler mon produit en détail. C'est ce qu'on appelle la stratégie marketing. Cette stratégie marketing, elle découle des réponses aux questions que vous avez posées lors de l'étude de marché. Vous n'avez rien inventé. Vous avez posé toutes les questions, vous avez eu les réponses, vous n'avez plus qu'à mettre en œuvre, enfin, à l'écrire. Du coup, ça vous donne toute cette partie de droite qui est le business. Vous avez prévalidé, je dis prévalidé parce qu'il y aura quand même une dernière étape. Vous avez prévalidé qui sont vos clients, ce que vous leur proposez, par quel canal vous allez vendre, fidéliser, faire assurer le SAV, produire, etc. Comment vous allez créer le lien avec vos clients et combien ils vont vous payer pour que vous leur distribuiez cette offre. Ensuite, vous parlez fabrication, partenaire. Alors, même une prestation de service, ça se fabrique. Fabrication, il ne faut pas penser industrie. Même une prestation de service, ça se fabrique, il faut du temps, il y a un process, il faut aller voir son client une fois, il faut lui faire un devis, donc ça veut dire qu'il faut une fiche produit, ça veut dire qu'il faut un dossier de présentation, ensuite il faut revenir, il faut lui faire un devis, il faut renégocier. Il y a un process, ça prend du temps. Du temps, c'est de l'argent, donc ça doit rentrer dans votre tarification. Donc il y a systématiquement une stratégie de fabrication. Il y a un choix à faire de partenaires, de fournisseurs. Donc, une fois qu'on a défini sa stratégie de fabrication, on sait avec qui on va travailler, ce qu'on va acheter, ce qu'on va produire. On sait quels investissements on doit faire. On sait donc combien ça va nous coûter de fabriquer et de produire. Donc, on a prévalidé nos partenaires clés, nos ressources, nos coûts et les activités clés, c'est-à-dire le cœur business de l'entreprise. Ensuite, on va vérifier qu'on peut gagner de l'argent avec tout ça. Combien ça va coûter, combien je vais investir, combien je vais dépenser, quel chiffre d'affaires je peux espérer. Bon, là-dessus, tout le monde se plante. Hein. C'est le principe, mais il faut quand même faire l'exercice. Et donc,
là, on peut effectivement valider. Parce que si toute la partie étude de marché vous dit c'est génial votre produit, etc., mais que les gens sont prêts à acheter à 0,99 € votre appli et qu'en fait, vous, il faut juste, et vous allez avoir 1000 clients et qui, en revanche, en coût, vous avez 400 000 € par an à sortir, ça ne marche pas. Alors après, on peut toujours se dire, oui, mais on va lever des fonds. Non, mais si les gens ils sont prêts à payer 0,99 centimes et qu'il y a 1000 clients qui sont prêts à acheter, il n'y aura jamais demain 300 000 clients. Donc vous pouvez lever des fonds le jour J, mais il faudra relever des fonds un an après, et puis encore un an après, et à un moment donné, ça ne marchera plus. Le principe est simple. Si ce que vous proposez a suffisamment de valeur pour le client, alors il payera le prix dont vous avez besoin pour assurer l'ensemble de vos coûts. Si votre client, c'est la pub, Google, parce que je vais leur vendre des données un jour, ça veut dire que la valeur que vous produisez aux bénéficiaires, c'est-à-dire l'utilisateur lambda, n'est pas suffisante pour qu'il accepte de payer. Auquel cas, vous n'avez pas de client. Et vous allez être une course en avant de levée de fonds, d'essayer de faire de la pub, donc de mettre des bannières de pub partout. Ça va décourager vos clients, enfin vos bénéficiaires, qui payeront encore moins, etc., etc. C'est une fuite en avant. Donc nous, dans les chambres, on est un peu obsédés sur un truc, c'est le marché, c'est le client, celui qui paye. Donc tant que votre valeur, votre produit, votre offre, votre service ne produit pas la valeur suffisante pour que le client accepte de payer pour la création de cette valeur, alors votre produit n'est pas suffisamment travaillé. Le Bon Coin, vous allez dire, on ne paye pas, nous, en tant qu'individu. En fait, si, on paye tout le temps en tant qu'individu. Puisqu'en fait, si vous ne payez pas, vous ne vendez pas. Il y a aujourd'hui tellement de clients que si vous ne payez pas les 7 € de valorisation en plus, les machins, les trucs et les bidules, vous ne vendez pas ou très peu. Donc après, ça dépend. Il y a des clients qui n'ont pas besoin. Mais surtout, aujourd'hui, le client de Bon Coin, c'est le professionnel. C'est plus le particulier. Donc, ils ont bien un client à qui ils vendent et c'est le professionnel. Quant à Waze, etc., ils ont suffisamment... Vous ne payez pas en tant qu'utilisateur, mais les professionnels payent et ils ont suffisamment de volume pour pouvoir vendre de la pub, eux. Quand on est créateur d'entreprise et qu'on démarre, se dire qu'on va aller vendre de la pub, peut-être un jour, mais disons qu'il y en a beaucoup qui sont déjà sur le coup. Donc, votre projet est rentable ou pas rentable. S'il n'est pas rentable, vous avez deux solutions. Vous avez la première solution qui est de prendre le petit fichier Excel du prévisionnel financier et de transformer 1000 clients en 10 000 clients et soudainement, il y a du bénéfice qui arrive. Donc ça, c'est la solution qui fait plaisir mais qui ne sert à rien. Puis il y a l'autre solution, je sais, qui est un peu enquiquinante mais qui est efficace, c'est retour au début. Parce que si vous avez identifié que vous pourriez avoir 1000 clients, vous ne pouvez pas, sur un coup de baguette magique, en avoir 10 000. C'est-à-dire que si la cible sur le marché sur lequel vous allez vous positionner est à peu près à un maximum de 1000 clients, ça ne peut pas, par l'opération du Saint-Esprit, passer à 10 000. Ce n'est pas possible. On peut dire que les 1000 vont faire des enfants et qu'un jour ils deviendront 10 000, mais ça ne marche pas. Donc, si la rentabilité n'est pas là, c'est retour au début. Parce que si vous dites je vais passer de 1000 clients à 10 000 clients, ce n'est pas la même cible, donc ils n'accepteront pas de payer le même prix, vous n'allez pas communiquer avec eux de la même façon et ils n'attendront probablement pas la même valeur. Donc il faut tout reprendre depuis le début. Je suis désolée, mais... Bon, sachant que tout ça, ça dure un mois et demi. Donc, s'il faut reprendre, au pire, vous avez perdu un mois et demi de votre vie, mais vous avez juste rien dépensé. Pas mal. Ensuite, il y a tout le juridique. Ça, donc le juridique, je sais que c'est ce qui inquiète les créateurs quand ils arrivent chez nous, mais en fait, vous voyez, c'est le truc qui se fait à la fin. Parce que tout dépend dans quel cadre ça va se faire. Donc le prévisionnel financier, c'est la formalisation de ce qui, toute la partie financière. Donc le business plan, c'est l'outil de communication sur lequel vous allez expliquer l'ensemble de votre projet, non seulement ce que vous voulez faire, mais comment vous allez le faire. Et c'est un outil de communication qui va vous permettre de fédérer des associés éventuellement, des partenaires et surtout un partenaire financier. Recherche de financement, formalité d'immatriculation et démarrage. Voilà. Donc, vous voyez que ce qui angoisse le créateur, qui est quel statut juridique, est-ce que je dois être en SAS ou pas, est-ce que je dois être dirigeant assimilé salarié ou pas, c'est vraiment pas le sujet avant la toute fin du processus.
retenez ces 8 points-là, que je pourrais traduire en 4 points. Mais pour réussir, vous devez avoir une équipe, une idée qui vous correspond. Le principe de dire « ça fait 15 ans que je fais du marketing, donc je vais me mettre à mon nom pour faire du marketing », ça peut fonctionner, mais ça peut aussi ne pas fonctionner. C'est-à-dire que vous allez vivre 24 heures sur 24... Alors, pardon, je suis ancienne chef d'entreprise, mon mari est chef d'entreprise, je vois à peu près de quoi je parle quand je dis qu'on passe 24 heures sur 24 en pensant à son truc. C'en est limite insupportable pour les autres d'ailleurs. Donc si c'est pas quelque chose qui vous tient aux tripes, ou... Quand je suis en petit comité, je dis un mot beaucoup plus vulgaire. Quand vous vous levez le matin, ça vous... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. La première difficulté, la première engueulade avec la chargée de mission RSI, et vous allez abandonner. Et ça, c'est de votre responsabilité de vous poser la question de c'est quoi le truc que j'ai envie de faire, moi, qui me motive. Et si vous avez été banquier toute votre vie, que vous voulez devenir menuisier, c'est pas grave, on le fera, on y arrivera. Il y a des formations qui existent, on a le droit. On n'est pas obligé de rester toute sa vie dans le même secteur d'activité. Donc non seulement cette idée elle doit vous correspondre à vous, mais elle doit répondre à un besoin et elle doit trouver un marché. J'insiste là-dessus. Les gens n'achètent que pour une seule raison. Ils n'achètent pas parce que vous êtes gentil, ils n'achètent pas parce que ils achètent pour une seule raison. Ils ont besoin d'assouvir un besoin, ils ont, dans la même veine d'idée, ils ont un problème à régler ou ils ont un espoir, un plaisir à se faire. Ça, c'est pour tout ce qui est fête, bijouterie, fantaisie, resto, tout ce qui est de l'ordre du loisir. Si vous proposez quelque chose qui ne répond pas à un besoin, qui ne règle aucun de leurs problèmes, mais qui est hyper, méga, trop de la mort qui tue innovant, vous ne vendrez pas votre produit. Ou vous le vendrez à ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire ceux qui achètent tout et n'importe quoi du moment que c'est innovant. Sauf que ça, c'est 1% de la population, quoi. Donc, bon. Donc, si vous devez identifier clairement le besoin ou le problème à régler. Et si ce que vous proposez règle un problème, il faut que la valeur que vous créez règle le problème de l'individu de façon encore plus performante. On est des êtres humains feignants par nature. Donc si on a un problème, on a trouvé une solution. Ce que vous devez proposer doit optimiser la solution qu'on a trouvée. Blablacar a optimisé une solution qui existait depuis la nuit des temps qui s'appelait l'autostop. On ne peut pas dire qu'on n'avait pas de solution pour voyager quasiment gratuitement. On avait une solution, l'autostop. C'était pas idéal comme truc. Bon, donc Blablacar, il n'a pas créé un besoin, il n'a pas créé un problème. Il a optimisé de façon très efficace un problème qui était existant. Et donc entre autostop, à rester sous la pluie pendant 5 heures et prendre le risque de se faire violer, ou Blablacar, à surfer sur Internet en 3 minutes et trouver son truc, disons que le gain d'efficacité est tel évidemment tendance à plutôt aller sur Blablacar. Bien que j'ai déjà pris des autostoppeurs l'année dernière, donc comme quoi, il y en a encore qui sont accros à l'autostop. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc réponse qui trouvera son marché, c'est vraiment le point essentiel. Un projet avec une mission claire et une vision définie, si vous ne savez pas qui vous êtes et où vous voulez aller, il y a quand même peu de chances que vous y arriviez. Et nous, pour vous aider, on ne sait pas faire. Si on ne sait pas ce que l'entreprise va faire et où vous voulez l'emmener, on ne peut pas vous aider. Hein. C'est comme un guide de montagne. Hein. Si on ne sait pas dans quelles conditions physiques vous êtes et si vous voulez aller en haut du Mont Blanc ou juste à mi-chemin, on ne pourra pas vous aider pour y aller. Un business model, un modèle d'affaires adapté, validé sur le terrain. Validé sur le terrain, encore une fois, c'est le marché. Des processus et des actions adaptées. Il n'y a pas un processus pour fabriquer, il n'y a pas une façon de faire, mais il y en a qui sont adaptés par rapport à votre cible, par rapport à vos ressources, par rapport à votre équipe, par rapport à vos envies, etc. Rentabilité financière et suffisance, c'est évident. Financement optimal. On travaille sur un plan de financement à 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est facile de trouver de l'argent avant de se lancer. C'est facile de trouver de l'argent au bout de 4 ans. C'est extrêmement difficile de trouver de l'argent sur les 3 premières années. Il faut que vous fassiez vos preuves. Donc optimal, ça veut dire que vous allez pouvoir assumer le développement de votre stratégie au moins les 3 premières années. Et des partenaires pour vous accompagner, notamment évidemment la Chambre de commerce et d'industrie. Pour terminer sur cette partie, retenez un schéma. Le succès, c'est ça. Une équipe, c'est 47% du succès. Donc c'est vous.
Okay, vous et vos partenaires. L'idée, c'est 3% du succès, parce que l'idée, c'est pas grave, elle changera. S'il y a la bonne équipe, l'idée, elle va passer son temps à changer. C'est pas grave. L'exécution, dans exécution, il y a le marché, il y a vendre, il y a commercialiser. Des idées extraordinaires qui ne se vendent pas parce que les gens ne sont pas capables de les vendre, de les commercialiser, il y en a plein les tiroirs. Donc c'est pas... Vous focalisez pas sur l'idée ou sur l'innovation, mais sur l'exécution. Et le marketing, c'est encore une fois, c'est le marché et la commercialisation, la com, c'est-à-dire faire savoir. Vous n'êtes pas les seuls à vous lancer. Vous êtes 550 000 à vous lancer chaque année avec un projet de création d'entreprise. Et chacun d'entre vous pense que son projet est exceptionnel et que tout le monde va se précipiter. Ce n'est pas le cas. Si jamais vous aviez encore des doutes. Merci Nathalie pour ce repérage. On s'est un peu éloigné du numérique, mais c'est bien dans ce cadre-là que toute cette collecte d'informations, ce dont j'évoquais tout à l'heure, cette nécessité d'aller chercher des idées, des outils ailleurs, c'est bien dans ce cadre-là que ça se fait, et je pense que c'est utile de bien recadrer ces différentes démarches et ces étapes. Alors ces outils. Alors, je vous donnerai un site sur lequel vous retrouverez tout. L'équipe, je vous l'ai dit, des compétences. Il y a plusieurs types de compétences. Il y a des compétences de chef d'entreprise, il y a des compétences de créateur, puis il y a des compétences métiers. Donc, sur un site qui s'appelle businessbuilder.cci.fr que je vous montrerai, j'ai référencé les différents MOOC sur lesquels vous pouvez vous appuyer, que j'ai testé, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, donc sur les compétences de chef d'entreprise ou de créateur d'entreprise. Sur les compétences métiers, je ne suis pas compétente, évidemment, pour aller juger un MOOC sur l'hôtellerie ou sur la restauration ou autre. Donc, il y a ceux que j'ai repérés, ils sont ouverts 24/24, donc vous n'avez pas des périodes, vous savez, la plupart des MOOC, vous avez des périodes d'entrée, de sortie, etc. Donc là, c'est accessible tout le temps. Un autre point qui est important, si vous partez en équipe, c'est une équipe de créateurs, c'est pire qu'un couple. Donc il y a un site qui existe, qui est très bien fait, avec une solution hyper innovante, ça s'appelle Entrep.co, où vous pouvez donc tester votre compatibilité entre associés. C'est payant, mais pour avoir eu 20 associés, 35 collaborateurs et m'être engueulé avec une partie des associés, et donc avoir déposé le bilan, je peux vous assurer que, je ne sais plus si ça coûte 200 €, je crois, c'est un investissement à très très long terme. Donc sur cette partie équipe, voilà, il y a des MOOC, je vous donnerai les références, et puis Entrep.co. Les MOOC, c'est sur quel type de... Les MOOC, est-ce qu'il y a des compétences clés? Est-ce que c'est vraiment... Il y a des MOOC incontournables finalement dans une démarche de créa? Alors, je vais peut-être grossir un peu parce que vous n'allez rien voir là. Voilà, ce que j'ai référencé, c'est... avoir l'audace d'entreprendre, c'est effectivement on est sur la posture, on est plus sur un côté un peu développement personnel, on est plus sur la posture. Construire son business plan, on est plus sur des choses assez étape 1, étape 2, assez techniques. Entrepreneur du changement, on est sur un MOOC sur de l'innovation plutôt sociale, et donc la start-up techno, bon, c'est pareil, c'est les points clés sur la partie techno. Donc là, on est plutôt sur la posture et sur les compétences du créateur d'entreprise. Après, il y en a plein sur les différents métiers, enfin sur les différentes côté de la gestion d'entreprise. Vous avez des MOOC en compta, des MOOC en marketing, des MOOC en réseaux sociaux, des MOOC, etc., etc. Donc ça, il y a des palanquets, je ne les ai pas référencés, parce qu'à un moment donné, il y en a juste trop. Mais ça, c'est aussi votre job. Mais je vous ai mis quelques références. Il y a des annuaires de MOOC, donc vous allez dessus et vous faites votre recherche. Voilà. Et après, il y a les compétences métiers. Donc l'avantage, c'est en France, la formation est finançable, donc enfin voilà, ne faites pas l'économie là-dessus, puisque en plus il y a la plupart du temps des prises en charge. L'idée, je vous parlais tout à l'heure d'une étape qui s'appelle valider rapidement l'idée. Donc il y a un outil qui est en ligne sur notre site, donc businessbuilder.cci.fr, dont la V2 sort lundi. Je vais mettre sur un projet bidon. Hop. Vous avez un outil qui s'appelle le Lean Canvas. Et
s'il veut bien se connaître. Voilà. Cet outil, il a un avantage assez magique. Donc, c'est pas du tout nous qui l'avons créé. C'est un Indien. Enfin, en tout cas, moi, je prends la version d'un Indien. Toc, toc, toc. Il faut juste que je la retrouve. Bon, il n'est pas là. Il est là. Voilà. C'est qu'il vous oblige à vous poser les questions. Donc, c'est un faux projet. Hein, à vous poser les questions dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quoi le problème que vous allez résoudre? C'est quoi le besoin auquel vous allez répondre? Il vous oblige à poser les 3-4 problèmes que vous allez résoudre. Et donc, à poser les solutions que vous allez mettre en face. Donc, évidemment, ce que font la plupart des créateurs quand ils ont une idée, c'est qu'ils inventent le problème qui va avec l'idée qu'ils ont. Ce n'est donc pas une bonne technique. Ça, c'est quelque chose qui se fait en atelier où effectivement, on dit c'est quoi le problème des gens? Voilà. C'est quoi le problème quand on va tous les matins au RER? C'est quoi le problème quand... Enfin bref, des problèmes, on en a plein. Et s'assurer qu'il y a bien un problème à régler. Donc ça, c'est le côté un peu magique. Et ça, avantage compétitif net, comme vous n'êtes probablement pas le seul à avoir identifié ce problème, qu'est-ce que vous aurez comme avantage qui fera que vous serez meilleur que tout le monde et que vous pourrez dépasser les autres. Ça peut être un réseau, ça peut être un diplôme, ça peut être plein de trucs. Et le dernier point on va pas passer tout dans... C'est ça, c'est les indicateurs de performance. C'est-à-dire que quand on est notamment sur une innovation techno, ou quand on est sur un marché qui est petit, par exemple dans les dom-com, il faut se mettre des indicateurs pour dire à un moment donné, j'arrête ce projet. Donc je le teste et à un moment donné, j'arrête. Et c'est quoi les indicateurs qui me font décider que j'ai assez investi en temps, en argent et que j'arrête? Donc c'est les indicateurs à surveiller pour décider de continuer ou d'arrêter. Voilà, c'est un outil. Donc sur le site, tout est expliqué. Vous avez toutes les explications, etc. C'est un outil assez magique, mais qui se fait en collectif. Tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, quand vous avez fini ça, vous pouvez poster votre idée sur bonjouridée.com. Et puis, il y a des concours régulièrement. Et donc là, il y a la communauté de Bonjour Idée qui réagit à votre idée. Et donc, ça vous donne... ces retours ne sont pas la vérité absolue. Ça vous donne des retours de gens, voilà, qui ont pris le temps de lire votre idée, de vous donner un conseil, de vous faire un retour. Voilà. Donc, ce n'est pas avec ça que vous allez décider si vous continuez ou pas, mais ça vous donne des informations complémentaires. Et puis, quand on parle idée, notamment quand on a une innovation, y a un petit truc qui n'est pas idiot à faire, c'est de protéger son idée. Et ça, c'est Frédéric qui nous fait l'explication détaillée. Donc, bonjour à tous. Alors, je voulais surtout aujourd'hui, lors de mon intervention, me centrer celle-ci sur 2 moments de la création de la société, de l'entreprise. Le moment anté-création, quand vous maturez votre projet, en fait, on va le voir avec la recherche des solutions existantes dans les bases de données pays, et le moment de la création proprement dite de la société avec le choix de la marque. Donc je vais commencer tout de suite avec le choix du projet, la validation de votre idée. Alors vous avez ici un slide qui vous montre ce qu'est la propriété intellectuelle, mais je ne vais pas m'étendre dessus, ça n'a pas trop d'intérêt par rapport à notre sujet d'intervention. Là, c'est plus intéressant. Vous avez une flèche qui synthétise les différentes étapes de développement d'un projet. Vous avez à chaque étape des questions à vous poser. Et ce que vous pouvez voir en bas, c'est qu'à chaque question que vous posez, la propriété intellectuelle a des réponses à vous apporter. Donc aujourd'hui, je vais surtout m'intéresser à la première étape, la plus en amont possible, qui est celle du concept, de la maturation de votre idée. Le message que je veux faire passer, c'est que dès ce stade-là, il est intéressant d'aller rechercher ce qui se fait dans les bases de données pays et particulièrement brevets pour avoir connaissance de l'état de l'art antérieur, pour vous éviter de réinventer l'eau chaude, de réinventer quelque chose sur lequel des gens ont déjà travaillé, des solutions qui sont existantes, sur lesquelles vous ne pourrez plus vous-même prendre un monopole si vous voulez, ou éventuellement sur lesquelles vous seriez contrefacteur si jamais
une protection avait été prise sur les territoires sur lesquels vous voulez aller. Et tout ça, ce sont des informations en fait qui sont assez facilement accessibles. Donc encore une fois, ce que Madame a vu à un moment, c'est mon idée répond-elle, enfin entre autres, répond-elle à un besoin client, mais après il faut aller voir est-ce qu'elle est nouvelle et est-ce qu'elle est protégée par un tiers. Ça, c'est vraiment des questions à vous poser le plus en amont possible avant d'investir du temps et de l'argent dans la création d'un POC, dans la mise au point d'un prototype. Alors, pour ce faire, je vous ai dit, vous pouvez avoir accès à des bases de données qui sont, encore une fois, en accès libre et gratuit. Donc, c'est vraiment pas compliqué d'y avoir accès. Vous allez sur Internet, et vous avez accès, alors ça ici vous avez la page d'accueil du site de l'INPI où vous avez accès aux différentes bases de données. Ce qui nous intéresse présentement, c'est la base brevet. Vous pouvez avoir accès aussi à une autre base qui est régulièrement utilisée par l'Office européen des brevets qui s'appelle ESPACEnet, qui est un petit peu plus complète que la base brevet INPI. Et dans lequel donc vous allez, à partir de mots-clés, essayer de voir s'il y a déjà des solutions existantes par rapport aux problèmes que vous avez identifiés, des solutions qui seraient proches ou identiques de celles que vous aviez imaginées. Donc voilà la page d'accueil de la base de données brevet. Encore une fois, vous avez différents champs, vous pouvez rentrer donc des mots-clés un petit peu classiques et vous pouvez aussi, en cliquant sur l'onglet Recherche avancée, avoir accès à des champs beaucoup plus détaillés, comme vous pouvez le voir ici en faisant des recherches à partir de demandeurs, inventeurs, enfin pas mal de choses en fait. Bon, souvent c'est un petit peu fastidieux lors de la première utilisation, mais une fois qu'on a l'habitude de l'utiliser, ça devient assez facile d'usage. Si jamais vous avez des difficultés à identifier des solutions existantes, si jamais vous connaissez un concurrent qui opère dans votre domaine d'activité, vous pouvez éventuellement aller voir ce que lui a fait et quels sont les mots-clés ou les classifications qui ressortent. Ce qui est entouré dans le cercle, en fait, c'est que chaque brevet d'invention qui est déposé est classifié selon une classification internationale par rapport au domaine technique dont il relève. Peut-être pour les néophytes, une première intégration à partir des mots-clés qui caractérisent l'invention. Et si jamais vous avez trop de résultats qui sortent, si jamais vous interrogez la base brevet en indiquant le mot-clé moteur ou pédale, je ne sais pas, qui sont des termes assez courants, vous allez avoir une foultitude de résultats. Donc il peut être intéressant un petit peu de synthétiser, enfin de filtrer un petit peu ces résultats en essayant de trouver en fait la classification internationale qui correspond à votre domaine technique. Là, c'est peut-être un petit peu plus fastidieux. Et donc un bon truc, c'est d'utiliser ce que je viens de vous dire, c'est d'aller rechercher peut-être les brevets d'invention qui auraient été déposés par des concurrents ou des gens qui opèrent dans votre secteur d'activité et d'aller voir dans ces brevets quelle est la classification qui a été adoptée pour pouvoir faire à la suite une recherche à partir de cet élément de classification ou alors un croisement entre le mot-clé et cet élément de classification. Donc, je fais une recherche dans la base de données brevet, qu'est-ce que je fais après? Donc, ça dépend si vous allez avoir en fait des résultats qui ressortent ou des résultats qui ne ressortent pas. Premier scénario, vous avez des résultats qui ressortent. Donc, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous abandonnez votre idée et vous partez dans une autre direction. Là encore, une fois, on présuppose que vous avez fait ce travail de recherche le plus en amont possible. Donc, le fait d'abandonner votre idée et de partir dans une autre voie de recherche, ça ne devrait pas être un problème très très important. Soit vous poursuivez en utilisant donc l'API que vous avez relevée, par exemple en demandant une licence sur cette propriété intellectuelle, soit en achetant le brevet que vous avez identifié, soit vous évaluez la part d'invention restante. C'est-à-dire, communément, on dit qu'on regarde un petit peu quels sont les trous qu'il y a dans la raquette. Si vous avez la place, malgré le monopole qui est demandé, pour vous-même vous situer juste à côté du monopole demandé et pouvoir développer votre propre produit. Soit vous pouvez poursuivre en ne tenant pas compte de la propriété intellectuelle que vous auriez relevée, en ayant quand même cette épée de Damoclès avec cette personne qui pourrait agir contre vous.
Alors, ça peut être un choix que l'on fait. Ça pourrait être un frein au développement de votre société, notamment dans l'optique de levée de fonds ultérieure, où vous aurez sûrement les éventuels partenaires financiers qui vous demanderont la manière dont vous avez un petit peu évalué votre propriété intellectuelle et la liberté d'exploitation. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, les recherches n'ont rien donné. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir continuer vous-même vos propres recherches en matérialisant votre idée. Puisque je rappelle quelque chose qui est vraiment essentiel, on ne protège pas les idées et les concepts, on protège leur matérialisation concrète. Éventuellement dans un brevet d'invention, dans d'autres éléments, par des droits d'auteur éventuellement, mais l'idée en elle-même, elle n'est pas protégeable. C'est vraiment quand vous allez lui donner corps que la manière dont vous lui avez donné corps peut éventuellement être protégeable au titre de la propriété intellectuelle. Et donc, une fois que votre idée, votre projet a pris corps, vous allez entamer toutes les démarches qui ont été évoquées lors de l'intervention précédente. Donc voilà, c'était un premier focus sur une étape qui est souvent oubliée par les innovateurs, c'est que les bases de données pays sont une source d'information essentielle, qui est facile d'accès, qui est gratuite, auquel vous pouvez accéder en ligne. On considère qu'au jour d'aujourd'hui, si vous faites des recherches dans les bases de données EspaceNet en interrogeant en langue anglaise, vous avez accès à peu près à 80 millions de documents qui représentent à peu près 90% de l'information scientifique mondiale disponible. Donc ce serait dommage de passer à côté de cette information-là, encore une fois, puisqu'elle est accessible facilement et gratuitement. Je clôt le chapitre anté-création et de recherche des idées, enfin des inventions existantes, pour m'intéresser à la phase création proprement dite de la société et du choix du nom de la société, du choix de la marque, en faisant là encore un dépôt de marque. Je rappelle une évidence, il n'y a pas en France possibilité d'avoir une protection à titre de marque par le simple usage du terme. Il faut accomplir une démarche positive en France devant l'INPI ou devant l'EUIPO, qui est l'Office communautaire des marques. Au préalable du choix du nom de votre entreprise ou du choix du nom de votre société, de même que du choix du nom de votre nom de domaine, on vous conseille d'effectuer des recherches d'antériorité pour vous assurer de la disponibilité du terme que vous avez choisi, donc que personne n'a pas déjà des droits antérieurs sur ce terme-là dans la même spécialité. Pour ce faire, vous avez là encore accès à des bases de données gratuitement en ligne. Vous avez sur le site de l'INPI accès à la base de données marques. Vous avez sur le site de l'Office communautaire des marques une base qui est assez intéressante, qui s'appelle TMView, qui vous permet, en faisant une seule interrogation, d'avoir accès à une quarantaine de bases d'offices nationaux. Donc ça peut être intéressant à utiliser. Compléter la recherche dans les bases de données marques par la recherche dans les bases de données des noms de sociétés. Vous avez aussi sur chaque site de registrar, qui sont ceux qui vous délivrent les noms de domaine, généralement un petit moteur de recherche qui vous permet là également de vous assurer de la disponibilité du nom de domaine. Le point important, c'est d'essayer d'avoir une certaine cohérence, si vous voulez, d'un point de vue marketing, de manière à, lorsque vous choisissez un nom de société, éventuellement d'avoir la marque qui lui correspond, qui est disponible, que vous pouvez vous approprier, et le nom de domaine. Comme ça, vous avez sur chaque élément d'affichage la titularité des droits. Alors ça, c'est quelques éléments sur la manière de procéder aux recherches, mais je ne m'étends pas là-dessus. Le message, c'était d'avoir le réflexe d'aller rechercher l'information dans les bases de données. Voilà, j'en ai terminé pour merci Frédéric. De toute façon, on pourra te retrouver tout à l'heure sur le stand dans le hall. On va maintenant continuer sur l'approche généraliste de la création avec peut-être un certain nombre de sites clés, ou en tout cas qu'on aime bien et qui sont vraiment à la base de beaucoup d'infos.
C'est des sites qui vous permettent d'avoir un peu de vision prospective sur le marché sur lequel vous allez. Oui Demain, Soon sont des sites qui parlent de ce qui se passe aussi ailleurs, alors par thématique, etc. Alors, c'est pas parce que au Japon on loue des animaux de compagnie pour l'après-midi que ça va fonctionner en France. Okay, donc c'est pas parce qu'il y a un truc qui fonctionne dans un autre pays que ça fonctionnera dans votre ville ou en France. Mais ça donne des ouvertures, ça donne des idées et ça permet de repérer des tendances et donc d'ajuster éventuellement son idée en fonction de ces tendances. Donc Oui Demain, Soon, Now and Next, c'est un outil de prospective qui explique quels seront les grands enjeux jusqu'en 2050. Alors c'est en anglais, mais il y a une map qui est hyper intéressante et qui vous montre les grands enjeux sociétaux, médicaux, alimentaires, etc. jusqu'en 2050. L'AFE, le stand est là. Vous avez des études de marché, donc des études du marché global. Donc vous pouvez savoir quelles sont les grandes tendances sur la bijouterie, la restauration, etc. Donc ça coûte, je crois, 16 €, mais c'est un investissement non négligeable, enfin très rentable plutôt. L'INSEE, alors l'INSEE, ça doit être comme la base des marques. Il y a tellement de richesse que c'est un peu compliqué. Et en revanche, il y a tout. Il y a tout sur tout le monde. Il y a toutes les bases de recensement ville par ville. Vous avez accès au recensement ville par ville. Donc, vous savez ville par ville il y a combien de jeunes, de vieux, de mariés, bref, vous avez toutes les données de recensement en ligne. Vous avez énormément de données sur les entreprises, sur les ratios financiers des entreprises. Vous avez des études sur les Français et le numérique, les Français et machin, le commerce, enfin bref. Donc allez-y, il y en a, voilà, c'est une mine d'or. Il faut juste prendre un peu de temps pour chercher. Et le dernier, Big Idea de Onopia, là, vous avez une foultitude de business models expliqués. Et donc, c'est pareil, c'est une grande richesse pour aller choper des idées et essayer de s'inspirer éventuellement d'autres entreprises. Et travailler sur votre business model en ligne, c'est pareil que le Canva que je vous ai montré tout à l'heure, mais version business model sur notre site businessbuilder.cci.fr. Le point fondamental, c'est l'étude de marché, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, Michael, sur cette partie-là. Merci. Bonjour à tous. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Créatest, justement, ou pas du tout ? Oui. Qui ça ? Et vous avez déjà fait une étude avec nous ? Non ? Si ? Inspiré de ce qu'il y avait sur votre site. D'accord, vous avez réutilisé des questionnaires ou des choses comme ça, en fait, c'est ça ? Pas directement, mais inspiré de certains questionnaires. D'accord. Justement, donc c'est notre activité d'études de marché. Donc en fait, on est sur ce qu'on appelle des études consommateurs ou encore études de marché quantitatives. C'est ce qu'on connaît aussi plus communément sous le nom de sondage. C'est-à-dire que notre rôle, c'est tout simplement donc d'interroger des contacts des internautes, puisqu'on réalise les études en ligne. Et pour ça, donc, on se base sur ce que l'on appelle des panels en ligne. Alors des panels, en fait, ce sont des bases de contacts. Je ne sais pas si vous connaissez justement un petit peu ce que sont des panels. Vous êtes peut-être vous-même inscrit sur des panels ? Pas du tout, non ? Vous répondez parfois à des questionnaires en ligne ? Eh bien voilà, c'est ça. Là, notre rôle, si vous voulez, d'abord, dans un premier temps, c'est de rassembler des internautes qui vont pouvoir donc répondre à des questionnaires en ligne. On crée en fait des sortes de communautés, donc c'est ça qu'on appelle des panels. Et ce sont ces communautés que l'on va pouvoir solliciter pour leur transmettre donc les questionnaires. Des questionnaires qu'on aura conçus avec vous et qui auront pour principe, si vous voulez, de vérifier si votre projet, tout simplement, leur plaît. Donc, pour cela, on sélectionnera dans le panel des internautes donc, qui auront le profil de vos clients potentiels et on les questionnera autour de votre projet pour vérifier si celui-ci donc, leur convient, répond à leurs besoins, leurs attentes. Et donc pour ça, on utilise une méthodologie donc, qui est 100% en ligne, donc totalement numérique pour le coup. À savoir que dans un premier temps, on va rédiger avec vous ce questionnaire donc, qui va être diffusé ensuite auprès des contacts. On va le mettre en ligne. Pour cela, bien sûr, on se basera sur votre brief, donc savoir ce que vous souhaitez collecter comme information à travers cette étude. Et bien entendu, on vous demandera de valider ce questionnaire.
Une fois le questionnaire réalisé, donc on va le diffuser, j'en reviens toujours à cela, mais auprès donc, du panel. Et comme je le disais juste avant, on va bien sélectionner. Donc si vous voulez, dans notre base de contact, on va aller rechercher tout simplement les personnes qui vivent dans votre ville. Si l'idée c'est d'ouvrir une boutique sur votre ville, ça ne sert à rien d'aller interroger quelqu'un qui vit à 100 km de là. On va aussi donc cibler, je ne sais pas si vous souhaitez développer un site spécialisé pour ceux qui pratiquent la course à pied. Eh bien, on va les rechercher, là encore, puisqu'on a déjà tout un tas d'informations sur chacun de nos panélistes. On va les rechercher tout simplement ceux dont on sait qu'ils pratiquent régulièrement du footing, pour, là encore, pouvoir questionner uniquement ces personnes-là. Donc, l'objectif, encore une fois, vous l'aurez compris, c'est vraiment de bien cibler vos clients potentiels et de questionner uniquement vos clients potentiels, puisque sinon, et c'est ce que disait Nathalie aussi tout à l'heure, si on questionne donc des personnes qui n'ont rien à voir avec votre cible ou des personnes de votre entourage, eh bien, les résultats ne seront pas du tout fiables. Et donc, une fois que l'on a collecté suffisamment de réponses, qu'on a donc suffisamment de répondants, on va pouvoir tout simplement analyser les données. Et à la fin, donc je pourrais vous montrer un exemple sur le stand que l'on a juste derrière, eh bien, on vous remettra un rapport d'étude qui vous présentera donc l'ensemble des résultats de cette enquête. Et c'est à partir de ce rapport, de ces résultats, vous pourrez tout simplement vérifier si votre projet justement plaît, quel prix par exemple serait prêt à payer vos clients potentiels pour s'offrir votre produit ou service, quelle distance ils seraient prêts à parcourir, quelles seraient leurs attentes vis-à-vis de vos services ou encore leurs réticences, enfin tout ce que l'on aura vu à travers le questionnaire. Et donc les résultats, comme je le disais, vous permettront de voir si ça vaut le coup, voilà, si ça répond bien à un besoin et si ça vaut le coup du coup d'amener votre projet plus loin. Alors, au niveau des délais, hein, bien entendu, c'est variable puisque ça dépend des projets, des types de profils que l'on va avoir à sonder. Mais en règle générale, il faut compter entre 4 jours et 4 semaines. Juste un petit mot sur le panel. Donc, hein, comme vous l'aurez compris, c'est vraiment notre activité principale déjà de développer ces communautés. Donc, ça appartient, donc ce panel, à la société Made in Service, sachant que Créatest est un service qui appartient à Made in Service. C'est un institut d'études, hein, tout simplement. Vous en connaissez pas mal. On travaille beaucoup aussi, par exemple, avec Médiamétrie, IFOP, Ipsos, enfin des instituts dont vous entendez souvent parler dans les médias. Donc ce panel aujourd'hui représente pour la France à peu près 450 000 contacts. Et à l'international, donc il y en a quasiment autant à l'étranger, ce qui fait pas loin d'1 million d'internautes qui sont inscrits à travers une dizaine de sites internet communautaires donc, que l'on a mis en place. Un petit mot aussi, hein, il y a des normes internationales quand on développe comme ça des bases de données, des panels. Donc on est certifié ici, donc c'est la norme ESOMAR. Quelques exemples, je ne vais pas tous les citer, mais juste pour vous donner un petit peu des idées de profils que l'on a interrogés. Donc on peut aussi bien interroger donc, des personnes sur toute la France, et dans ce cas-là, on applique ce que l'on appelle la méthode des quotas, donc pour avoir un échantillon représentatif de la population française, si vous avez vraiment un projet qui s'adresse à tout le monde, tout simplement. Ou alors, autre cas, donc vous ne savez pas finalement qui seraient vos clients, vous ne connaissez pas votre cœur de cible, et dans ce cas-là, on interroge tout le monde, et c'est à travers les résultats de l'enquête qu'on va pouvoir vérifier eh bien, quel est le profil qui se dégage, qui serait le plus intéressé, ou qui serait prêt à mettre le plus cher, ou qui viendrait le plus souvent chez vous, donc qui serait finalement, qui représenterait votre cœur de cible. On peut aussi donc interroger des automobilistes, interroger donc comme vous voyez des personnes sur une commune, ici Bègles, ou une quinzaine de kilomètres autour, des parents, des CSP+, des propriétaires d'animaux de compagnie, ou encore, même si c'est plus compliqué puisque c'est toujours moins évident de les solliciter pour des sondages de ce type-là, on peut aussi, voilà, notamment si vous avez une étude au niveau national, eh bien interroger par exemple des chefs d'entreprise. Mais on reste quand même principalement sur des enquêtes B2C et moins B2B. Pour vous donner aussi un exemple, donc, puisque c'est une prestation qui est payante, mais avec des tarifs, vous pouvez le voir ici, qui sont relativement adaptés à des budgets d'entrepreneurs. Voilà, donc on va, vous voyez ici on a des budgets à moins de 300 €, parfois on se rapproche des 400 €, puisque là encore le budget dépendra de votre projet, de votre cible, du nombre d'informations collectées, donc du nombre de questions à poser. Mais tout cela, vous pourrez encore une fois le retrouver sur le stand juste derrière. Un petit mot aussi par rapport à notre service. Donc, alors, ça a beau être 100% en ligne, numérique, etc. C'est pas d'aujourd'hui, donc ça a maintenant 20 ans là, cette année. À la base, en fait, c'est Nicolas Keller, donc, qui est toujours dirigeant de l'Institut Made in Service, qui a lancé Créatest
Il était alors conseiller en boutique de gestion. Et c'est dans le cadre de son activité de conseiller en création d'entreprise qu'il a lancé ce service. Ça représente donc près de 3000 études de marché quantitatives que l'on a faites pour des entrepreneurs. On a aussi, à côté des études que l'on réalise comme ça sur mesure, un catalogue, donc une boutique en ligne dans laquelle on revend des rapports d'études de marché qu'on a réalisés auparavant. Et là, pour le coup, on est sur des prix vraiment ultra compétitifs puisque ça démarre à moins de 10 € TTC. On a aussi, et c'est ce que vous aviez utilisé, monsieur, des centaines d'exemples de questionnaires sur notre site internet qui, là, sont totalement gratuitement consultables. Et à côté de ça, donc au-delà de l'activité des études, on a un site d'information sur la création d'entreprise qui s'appelle commentcréationdentreprise.fr. Et chaque année, on organise un concours dédié aux entrepreneurs. Et encore en annexe, on a aussi une offre d'études du même type, quantitative, mais cette fois-ci réservée aux chercheurs, donc aux doctorants et enseignants-chercheurs. Voilà tout donc pour Créatez. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. On va peut-être garder les questions. Voilà, pour le stand. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Michael, sur tous ces outils que nous, on connaît, mais il y a encore une richesse et il y a vraiment à puiser plein d'informations chez Securitest. Donc, faut y aller et vraiment, c'est intéressant, abordable, accessible et c'est un plus. Alors, la CCI, pour compléter, on ne fait pas d'études comme vous le faites. Par contre, on a des informations économiques. Je pense à ce qu'on appelle l'Observatoire des comportements et des lieux d'achat qui permet sur une zone commerciale donnée d'évaluer les habitudes commerciales du territoire. Donc on pourra vous parler de cette base tout à l'heure, mais c'est aussi, ça peut être complémentaire d'ailleurs, en tout cas une richesse dans notre service études qui peut vous intéresser en tant que créateur. Je repasse la parole à Nathalie. Un petit point pour finir sur la partie études de marché. Quand on parle d'études de marché, il y a deux niveaux d'études de marché. Il y a l'étude du contexte, il y a l'étude du marché global, la bijouterie en France, le comportement des acheteurs sur Internet globalement en France. Ça vous donne des indicateurs. Mais ce qui est important, c'est ce que propose Créatez, c'est l'étude de vos futurs clients pour votre futur service de votre future entreprise. Donc c'est pas parce que actuellement le marché de la beauté, le marché de la santé, le marché de je ne sais pas quoi est en croissance que vous allez vous implanter dans la ville A, B, C ou D, dans la rue de la ville A, B, C ou D, que ça va marcher. Donc il y a vraiment ces deux niveaux totalement différents. Tout ce qui est observatoire ou la boutique de l'AFE, etc., c'est le marché global, consolidé, national, voire international. Créatez vous permet d'aller parler à votre client, le client, celui qui va rentrer dans votre boutique ou qui va acheter votre produit en ligne. D'accord ? Il y a vraiment ces deux niveaux-là et les deux sont importants à étudier. Pour terminer, sur les aides, qui est un sujet non négligeable pour les créateurs d'entreprises. Donc, on a un site en ligne qui s'appelle lesaides.fr. Sont répertoriées l'ensemble des aides existantes en France, à la fois fiscales, sociales ou financières. Si vous êtes intéressé par le crowdfunding, il y a BPI France qui consolide différentes techniques de crowdfunding, parce qu'il y a 3 méthodes pour lever de l'argent en crowdfunding, donc par la foule. Donc c'est tous nos projets.bpi.fr. Les formalités, donc on les fait en ligne pour si vous êtes côté CCI, donc registre du commerce, donc c'est cfnet.cci.fr. Et puis aujourd'hui, donc vos déclarations INPI de marque, comme parlait Frédéric, CNIL, si vous avez des bases de données, etc. à gérer, tout ça se fait également en ligne. Il n'y a plus besoin de papier maintenant. Tout ça, vous allez le retrouver, tous les sites qu'on a cités et beaucoup d'autres, vous allez les retrouver donc sur notre appli, donc qui sera très différente lundi matin à 6h. Tout est ici au fil des différentes étapes. Il y a à chaque fois un espace ressources avec tous les sites internet qu'on recommande systématiquement, des outils en ligne autres, etc., etc. Donc vous avez ça sur le guide de la création ici de CC Business Builder, les MOOC, les outils pour s'y matriculer, etc., etc. Vous allez tous les retrouver directement en ligne, des vidéos, tout ce dont vous avez besoin pour commencer à travailler seul. Voilà. Est-ce qu'on a
On a presque respecté le timing. Merci, merci beaucoup Nathalie. Elle l'a tellement en tête qu'elle est passée rapidement. L'outil privilégié chez nous, c'est CCI Business Builder. C'est une plateforme sur laquelle on peut directement composer, monter, tester son modèle économique, son projet, son budget, éditer directement les comptes prévisionnels et éventuellement partager ce dossier avec le conseiller référent que vous avez à la CCI, voire dans d'autres structures. Donc c'est notre nouvel outil développé par cette dame, Nathalie, qui permet vraiment d'interagir et de travailler par itération son projet et son modèle économique. Donc allez-y, c'est vraiment une mine d'informations très complète, très pratique, qui vient compléter évidemment d'autres outils dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure aussi de démarche, de modèle économique. Modèle économique avec la méthode Canvas notamment, qui permet de définir ce qu'on propose et la valeur, et puis les segments clients et autres éléments. On a un prochain atelier sur cette démarche de construction d'un modèle économique qui a lieu le 12 juillet ici. Ça dure 3 heures, c'est gratuit. On est généralement en groupe de 5 à 10 personnes et on travaille le modèle économique, celui qu'on a déjà, celui qu'on doit faire évoluer. Donc n'hésitez pas, venez, c'est le 12 juillet prochain. Voilà, on a évoqué l'essentiel. Pour la suite, je vous propose de rejoindre à la fois les intervenants d'ici et puis bien d'autres aussi sur les stands et dans le hall. Et je vous donne rendez-vous pour 16h, où là, on évoquera la communication, les outils du digital qui sont site internet, référencement, réseaux sociaux, qui sont les outils essentiels qui suivent la création d'entreprise et sur lesquels il faut absolument aussi développer une stratégie. On vous apportera un certain nombre d'informations et d'idées. Merci à vous et à tout à l'heure, alors à 16h, dans cette même salle. Merci.